Bonjour, merci de m'avoir invité. En fait, je dois dire que mon seul regret, c'est de devoir faire ça aujourd'hui en Zoom. Quand Mme Marcotte m'en avait parlé, elle m'avait dit que ce serait à Trois-Rivières en présentiel. Puis, comme a été mentionné, je suis quand même originaire de la région. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Étienne-des-Grès. Puis, merci de l'introduction. C'est tout le temps un peu gênant de se faire dire tout ce qu'on a fait dans notre vie. Mais c'est aussi pour vous montrer que, tu sais, vraiment, je suis originaire de la région, puis quand je vois tout le chemin que j'ai fait, c'est tout le temps, je me rappelle tout le temps d'où je viens aussi. Fait qu'on m'a demandé aujourd'hui de vous parler un peu de la scoliose idiopathique. Fait qu'il va y avoir un rappel, là, parce que je voulais m'assurer que vous aviez toutes les mêmes notions que moi, puis tout ça, puis je suis sûr que vous avez déjà eu des très bons cours là-dessus, mais il va y avoir une portion revue. Puis à la fin, on va parler de la nouvelle avancée sur laquelle on travaille depuis environ 7 ou 8 ans là, au CHU Sainte-Justine, parce qu'on peut utiliser la croissance des patients pour aller progressivement corriger la scoliose. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait, super. Euh, Super. Fait que je vais juste me positionner ici. Fait que j'ai des conflits d'intérêts notoires, là. Il y en a un qui est relativement important. C'est le dernier, là, c'est Spinalogics. Je suis président d'une compagnie qui est à l'extérieur de l'hôpital où on développe certains implants maintenant pour la modulation de croissance. Fait que il faut probablement prendre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui avec un grain de sel. Puis il y a aussi, vous allez voir, quand on parle de détection des scolioses, on a travaillé sur un petit device qu'on peut utiliser avec son iPhone. Fait que ça aussi, ça fera partie de mes conflits d'intérêts. Juste pour une petite histoire, à part de venir de la région téfluvienne, j'ai fait ma formation après ma médecine, là, puis après ma résidence en orthopédie à l'Université de Montréal. J'ai fait ma formation postdoctorale dans deux endroits, là, à Paris, voyons, à Saint-Vincent-de-Paul, et puis à San Diego, au Children's à San Diego. Fait que c'est deux endroits où j'ai beaucoup appris. Mais oui, je viens de la région de Trois-Rivières, puis surtout, je viens de la région de la ville, d'un village qui s'appelle Saint-Étienne-des-Grès. Je restais vraiment dans un rang dans ce temps-là. On me demande aujourd'hui de vous parler de la scoliose idiopathique. Je vais fermer ça ici. Puis l'idée, c'est de vous présenter vraiment là, une espèce d'ensemble global de la scoliose. Au CHU Sainte-Justine, on voit, nous, en moyenne, entre 80 et 100 patients par semaine aux cliniques. On effectue à peu près 100 à 120 chirurgies par année. Puis, c'est le principal thème de l'axe de recherche musculo-squelettique. Il y a d'autres axes, il y a la médecine sportive qui est en émergence, puis tout ça, mais vraiment, le gros de nos activités de recherche se concentre sur la scoliose depuis plusieurs années. En fait, avant que moi je sois chercheur, il y avait un monsieur qui s'appelait Dr. Hubert Labelle, qui est encore en pratique chez nous, mais qui a vraiment monté une équipe là, de renommée internationale qui travaille sur le sujet. Bon, les choses qui sont de base, là, la scoliose, c'est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale. Fait que, quand on regarde les textes plus anciens, on se faisait dire que c'est une déviation latérale, mais c'est vraiment une déformation tridimensionnelle. La colonne tourne autour de son axe, puis c'est vraiment le résultat de changements tissulaires qui sont complexes. Puis ça affecte non seulement la position et l'orientation, mais ça affecte également localement la forme des vertèbres. Puis ça, c'était mon premier travail. Quand je suis arrivé dans le groupe de recherche, j'ai fait mon PhD. Puis ce sur quoi on a travaillé, c'est vraiment la forme des vertèbres localement, comment ils sont déformés. Euh, il y a différents types de scoliose. Il y a les scolioses neuromusculaires, les scolioses congénitales, puis les scolioses idiopathiques. Dans les idiopathiques, on va les sous-différencier en infantile, juvénile, puis adolescente. Le gros de la présentation aujourd'hui va être fait sur les scolioses adolescentes, mais je vais quand même toucher rapidement là, les scolioses neuromusculaires et les scolioses congénitales. Quand on parle de scoliose neuromusculaire, ben, c'est des scolioses qui sont secondaires à un trouble du système neuromusculaire. Il y a plein de raisons pour avoir ça. Les paralyses cérébrales, les maladies du chêne, les amyotrophies spinales infantiles, les scolioses paralytiques, quelqu'un qui a un accident d'auto en bas âge, qui a une fracture au niveau cervical, peut développer, est à haut risque de développer une scoliose paralytique, puis les syndromes de Rett. Le traitement, habituellement, c'est une prise en charge qui est chirurgicale quand on dépasse un certain degré pour pouvoir les redresser puis les maintenir en place. Fait qu'un patient va se faire
souvent instrumentés. Ce pas des patients qui sont très facilement traitables avec un corset et c'est surtout pas des patients qu'on peut faire des exercices pour pouvoir les redresser. C'est vraiment des imbalances musculaires qui sont problématiques pour ces patients-là. Ensuite, il y a les scolioses congénitales. Les scolioses congénitales, c'est des patients qui ont des problèmes de formation au niveau des structures de la colonne vertébrale. Ils peuvent y avoir, il y a vraiment toutes sortes de variations. Il y a la simple hémivertèbre, comme on voit ici à gauche, là, qui est une demi-vertèbre. Il en manque une demi sur un bord ou il y en a une demi de trop sur le côté. Mais ça, c'est une solution relativement simpliste d'une scoliose congénitale, mais il peut y avoir des affaires beaucoup plus complexes. Comme vous voyez à droite, mais là, c'est plusieurs hémivertèbres avec des fusions spontanées, des barres osseuses, et tout ça. Ça, ces patients-là sont beaucoup plus complexes, et l'évolution de ces patients-là va être très différente. La scoliose idiopathique, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment c'est les scolioses dont on ne sait pas la cause. On dit idiopathique parce qu'on ne connaît pas la cause, mais souvent, on a des idées de ce que ça peut provenir, mais habituellement, quand on dit que c'est idiopathique, ça n'a pas une cause claire et définie. Ça atteint 2 à 3 de la population. La forme adolescente, c'est la plus commune, puis ça atteint principalement les jeunes filles adolescentes. Ma clinique là, est remplie de jeunes filles qui sont entre 10 et 15 ans. Il y a des garçons, mais c'est plus des formes un peu moins sévères. Puis les formes plus sévères qui ont besoin d'un traitement puis d'une prise en charge plus agressive, c'est souvent des jeunes filles. Ça demeure d'étiologie indéterminée. On a plusieurs causes possibles ou théories par rapport à ça. Vous allez voir, il y a une prochaine slide où on en explique un peu, mais on pense qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, il y a des forces biomécaniques anormales. Puis là, quand on parle de ça, c'est plus qu'une fois que la scoliose est comme initiée, il y a une espèce de processus qui s'enclenche où il y a une déformation progressive qui va se faire. Il y a des anomalies du tissu conjonctif, il y a des maladies comme les patients qui ont des syndromes de Marfan. Ces patients-là ont un plus haut taux de scoliose, puis ont aussi plus de problèmes à avoir un alignement global préservé. Et il y a des prédispositions qu'on croit qui sont neurophysiologiques. Quand on regarde l'examen général de ces patients-là, l'examen général, je n'utilise plus le fil à plomb personnellement, mais on fait un bon examen du dos. Puis ça, c'est quelque chose que vous avez appris dans vos cours. Vous voulez regarder le déjettement de ces patients-là. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, aujourd'hui, c'est tout le temps un peu plus difficile de les dévêtir au complet, mais on est capable, à travers leur petite chemisette, de pouvoir voir le déjettement puis tout ça. Vraiment regarder la gibbosité puis avoir une idée de à quel point il y a une torsion au niveau du thorax. C'est l'instrument de base qu'on utilise pour ça, c'est le scoliomètre. Il y a plusieurs applications maintenant qui existent sur l'iPhone, où on peut avoir un inclinomètre là, qui est particulier pour ça. Le problème avec ces inclinomètres-là ou ces logiciels-là, c'est qu'on n'a pas le petit trou pour pouvoir mettre dans le milieu. Fait que ce qu'on a développé, ça, c'était c'est la plug que je vais faire pour Spinalogix. On est capable d'avoir un petit support dans lequel on peut mettre votre iPhone, puis on peut vraiment tourner du côté. On peut utiliser l'iPhone pour faire l'examen clinique. L'examen clinique va se faire de façon très générale. On commence avec les épaules, on regarde le tronc, est-ce qu'il y a une imbalance, est-ce qu'il y a une asymétrie, y a-t-il une asymétrie au niveau de la taille, y a-t-il un côté qui est plus plat que l'autre, souvent les patientes vont se plaindre qu'il y a un côté qui est plus plat, qui est souvent le côté de la convexité, mais souvent, ils ne sont pas très déçus du côté qui est plus creux. Mais il y a une asymétrie au niveau de la taille, la gibbosité thoracique, la gibbosité au niveau lombaire. Il faut faire un bon examen neurologique et un bon examen de la peau. La peau, on l'examine surtout pour aller voir s'il n'y a pas des petites taches café au lait qui pourraient nous indiquer que c'est plus une neurofibromatose qu'une scoliose générale. Puis l'examen neurologique va habituellement comporter un bon examen musculaire, s'assurer qu'on a des bonnes forces, des sensations qui sont normales. Puis, on va faire aussi un cutané réflexe au niveau de l'ombilic pour s'assurer qu'il n'y a pas d'asymétrie à ce niveau-là. Pour pouvoir parler d'angle, il faut qu'on parle, ou de déformation de la colonne, il faut qu'on parle d'angle. Puis, je comprends là, que je vous ai dit depuis tantôt que la déformation, c'est une déformation tridimensionnelle, mais l'angle de Cobb, ça reste une mesure 2D. Ça reste encore, nous, quand on se parle entre cliniciens, ça reste encore la meilleure mesure qu'on a trouvée pour pouvoir rapidement dire à quelqu'un, il y a une bonne déformation, c'est une déformation qui semble progresser. On ne capte pas toute l'information en 3D, mais on a une bonne idée de l'information qu'on peut avoir, au moins pour avoir la déviation, puis avoir une idée d'à quel point c'est déformé au niveau de la colonne. Avant qu'on rentre dans le restant, une des raisons pourquoi on a fait mon PhD, c'est ces deux images-là. Ces deux images-là vous montrent deux représentations artistiques
de vertèbres et de cage thoracique. Et si vous regardez, là, ici, là, il y a des pédicules. Ça, vous voyez le corps vertébral. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Oui. Okay, mon pointeur, il montre la vertèbre. Ici, il y a un pédicule, puis ici, il y a un pédicule. Puis si vous regardez les pédicules dans les deux images, n'ont pas la même taille. Puis ça, c'est le côté, disons qu'on dit c'est le côté de la convexité, ça, c'est le côté de la concavité. Moi, en chirurgie, quand j'opère ces patients-là, je leur mets des vis dans ces pédicules-là. Puis selon la représentation artistique qu'on avait, on n'était pas clair s'il y avait des pédicules qui étaient plus petits ou pas. Fait que mon doctorat a porté sur la mesure très précise de cadavres et de vertèbres cadavériques. Puis on s'est aperçu que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit ici. C'est vraiment sur ce côté-ci, sur la concavité, que les pédicules sont plus petits. Fait que ça a été mon premier apport à la littérature, mais encore une fois, c'était basé sur le fait qu'on n'avait pas de bonne information par rapport aux études anatomiques. Quand on regarde les théories étiologiques qui sont autour de la scoliose, à Sainte-Justine, on a travaillé beaucoup sur deux de ces théories-là. La première, sur la diminution de la mélatonine. Si on prend un poussin naissant, puis on y enlève sa glande pinéale, on y enlève sa principale source de mélatonine, ils vont créer des scolioses, ces poussins-là, ou ces petits poulets-là. Le problème qu'il y a, c'est que les patients ont quand même leur glande pinéale, ont un niveau de mélatonine qui est relativement normal. Donc, le docteur Moreau, qui est un de mes collègues, a travaillé sur une anomalie au niveau des récepteurs de la mélatonine, puis s'est aperçu qu'il y avait des problèmes au niveau des récepteurs de la mélatonine. L'autre aspect sur lequel on a travaillé dans un de nos laboratoires, c'est le professeur Moldovin qui a travaillé là-dessus, c'est sur les récepteurs d'estrogène qui sont aussi anormaux. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait présentement sur les récepteurs, puis comment, au point de vue hormonal, ça régule toutes ces problématiques-là, et puis comment ça peut avoir un impact sur les scolioses idiopathiques. L'autre portion sur laquelle on travaille beaucoup, c'est sur les forces biomécaniques qui sont anormales. Puis comment une fois que la déformation elle est commencée, comment elle est auto-entretenue, puis comment on peut la changer. Vous allez voir à la fin, il y a une bonne portion du nouveau concept de modulation de croissance qui se base beaucoup sur comment on peut renverser les forces au niveau des plaques de croissance. La scoliose idiopathique, c'est un continuum. Hein? Ce n'est pas parce que les enfants ont fini de grandir que ça arrête à la vie adulte. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Au diagnostic, là, au début de l'adolescence, il y a un diagnostic qui va se faire. La déformation va plus ou moins progresser. Et dépendamment qu'est-ce qu'on fait comme traitement, puis qu'est-ce qu'on a comme résultat à la fin de la croissance, bien, ces scolioses-là vont être plus ou moins stables. Il y avait un ancien courant qui disait qu'à la fin de la croissance, c'était fini, il n'y avait plus de progression. Mais la réalité, là, c'est que si la courbe elle est significative à la fin de la croissance, elle va continuer à progresser. Puis l'idée du traitement chirurgical, c'est vraiment d'aller éviter que les patients se rendent au-dessus de 50 degrés parce qu'on sait qu'au-dessus de 50 degrés, ils prennent en moyenne 1 degré par année de progression à travers le restant de leur vie. Donc, ce risque-là, il est comptabilisé sur plusieurs années. Fait que sur 5 ans ou 10 ans, ce n'est pas une grosse déformation. Mais à partir de 80 degrés, on commence à avoir des problèmes restrictifs au niveau pulmonaire. Puis au-dessus de 100 degrés, on commence à avoir des problèmes au niveau de la capacité des organes internes comme le cœur, les poumons, à pouvoir maintenir une vie normale. Fait que c'est pour ça qu'on intervient au niveau chirurgical. As-tu une question? Ça va? Parfait. On continue. Mais c'est aussi, c'est la petite illustration que je voulais vous montrer aussi, c'est que les adolescents, c'est quand même une portion importante de leur transfert. Ils sont dans leur croissance, ils sont dans leur maturation squelettique, puis aussi dans leur maturation psychologique. Fait que souvent, ben, ils sont en train de vivre des changements physiologiques et des stress physiologiques en même temps. Fait que si vous reprenez la même petite courbe là, que je vous ai montrée, ben, il y a l'enfance, l'adolescence, puis souvent, c'est dans cette période-là qu'on va parler de corset. Puis, je vais vous donner des petites idées que ce n'est pas tout le temps facile avec les adolescents d'avoir une discussion par rapport à un corset. Vous allez voir, j'ai plusieurs slides là-dessus. Après ça, aux jeunes adultes, moi, mon rôle comme chirurgien ou comme clinicien, c'est de les amener à avoir une vie la plus normale possible par la suite. Quand on parle de stress psychologique, les adolescents, c'est pas évident. Ils passent par toutes sortes de changements, tant physiques que physiologiques. Puis quand moi, ils viennent me voir, puis la première visite, c'est tout le temps un peu déconcertant pour eux autres parce qu'on leur annonce qu'ils ont une scoliose ou que ça soit une petite ou une grosse scoliose. Puis là, on a une discussion par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Puis on parle d'observation, puis on parle de corset, puis on parle éventuellement de chirurgie. Mais là, ils me regardent et ils disent, là, tu as combien d'années d'université, toi, là, puis tu n'es pas capable de me dire comment ma courbe va évoluer dans le temps? Ça n'a pas de bon sens. C'était
une des principales problématiques de recherche sur laquelle j'ai travaillé. On ne fera pas le cours là-dessus, là, mais j'ai travaillé beaucoup sur comment on peut prédire lors de la première visite comment une scoliose va se comporter. Puis, je ne vous embêterai pas avec ça, mais on a découvert un modèle qui se base sur la première visite, sur la déformation tridimensionnelle des patients. On prend leur reconstruction 3D, on prend les paramètres spécifiques de ça, puis on est capable de prédire avec une très grande prédiction, une très bonne prédiction à la fin de la croissance, qu'est-ce que leur courbe va avoir l'air. Mais c'est encore en validation, fait que ce n'est pas encore applicable en clinique. Ce que j'aimerais moi, quand j'ai la chance d'enseigner à des étudiants, que ce soit, là, c'est le fun, c'est des chiro, mais en médecine ou des résidents, j'essaie tout le temps de dire aux gens, c'est un long processus. C'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Fait qu'il faut prendre le temps de parler aux adolescents. Puis aux jeunes, là. Moi, j'ai comme 4 ou 5 questions qui sont standards. Comment ça va à l'école? Fais-tu du sport? T'es-tu bon en mathématiques? C'est quoi ta matière préférée? Juste pour que j'aie déjà une idée, tu sais, ça va-tu bien à l'école? Si j'ai besoin d'avoir, tu sais, c'est-tu quelqu'un qui est renfermé? Es-tu déjà isolé? Si j'y propose un corset, comment qu'elle va le prendre? J'essaie de comprendre la relation de tes parents. Tu sais, s'il arrive puis que la mère est là, mais que le père n'est pas là, ben, je pose déjà la question, est-ce que papa est encore dans le portrait? Tu sais, pour avoir une idée comment ça va fonctionner. Des fois, tu sais, si le corset il pourrait être porté 23 heures sur 24 puis que le père n'y croit pas puis la mère y croit, bien, des fois, ça peut faire des conflits. C'est pas tout le temps. Essayez de commencer à comprendre la dynamique familiale avant de commencer à mettre les affaires en place. Le risque de progression, on en a parlé un petit peu. On va en reparler un petit peu, mais c'est important dans le choix du traitement. Puis, ce que moi, j'ai beaucoup essayé de faire avec mes recherches, c'est d'essayer de détecter les courbes qui sont à risque de progression. Puis pour pouvoir leur donner des traitements plus précoces et plus efficaces, mais aussi à la limite, quelles courbes vont vraiment progresser puis quelles courbes vont rester stables, parce que ce n'est pas toutes les courbes qui vont progresser. On sait que c'est plus important la progression durant le pic de croissance. Quand ils sont dans leur pic rapide de croissance, là, ils sont dans leur plus grande progression. On n'a pas beaucoup de façons de mesurer ça. Il y a la main, il y a les stades de Sanders qui sont très utilisés aujourd'hui. Il y a le signe de Risser qui est très utilisé et le cartilage triradié. Le cartilage triradié, c'est dans le bassin, là, ou dans l'acidabulum. C'est un cartilage qui se ferme juste avant la vraie poussée de croissance ou à peu près en même temps que la poussée de croissance. Le signe de Risser, c'est un signe qui se divise en 5, excusez. Puis ça donne une idée de la maturité squelettique. S'ils sont entre 0 et 1, sont relativement immatures. Quand ils sont rendus à 2, 3 et 4, c'est habituellement plus vers la fin de la croissance. Fait que vous savez qu'habituellement, c'est plus tard durant leur développement. Les options thérapeutiques. Puis là, j'ai 2 petites questions, 2 petites vignettes cliniques qui s'en viennent. Fait que c'est important de porter attention à ça parce que vous allez être questionné là-dessus. Quand on regarde les options thérapeutiques, on a l'observation. Fait qu'on va en parler, ce qu'on peut faire avec ça. Le traitement par corset et le traitement chirurgical. Quand je vois un patient en clinique devant moi, puis là, on va revenir à nos concepts d'angle de Cobb et tout ça, c'est exactement ça qui se passe dans ma tête. C'est pour ça qu'on l'a publié en 2005, là, cet algorithme-là. Mais cet algorithme-là, moi, quand je le regarde, c'est comme ça que ça se produit. Il y a d'autres algorithmes qui ont été publiés plus tard dans le New England Journal of Medicine, mais c'est beaucoup plus orienté pour des médecins de famille et tout ça. Mais si vous avez un patient qui se présente avec vous avec une petite courbe, donc une courbe en bas de 25 degrés, la première question que moi je me pose, c'est est-ce qu'il est mature du point de vue squelettique ou pas? Donc là, je vais vous mettre deux images dans la tête. Là. Vous pouvez avoir une jeune fille qui vient vous voir, qui a 10 ans, qui n'a pas encore eu ses règles, qui n'a pas encore de développement sexuel secondaire, puis qui est à 11 ou à 12 degrés. Cette patiente-là, elle est immature du point de vue squelettique. La jeune fille qui vient me voir, qui a 17 ans, qui a ses règles depuis 5 ans, puis qui est clairement plus une femme qu'une jeune fille, bien, cette patiente-là, elle est mature du point de vue squelettique. Si je regarde les 2 portraits, si quelqu'un est immature du point de vue squelettique, fait que la catégorie non, ce patient-là, je veux le suivre. Je veux voir l'évolution de la scoliose. Et je veux y proposer. Fait que ça, on va faire de l'observation. On va reprendre des radiographies. On peut rajouter du RPG. On peut faire des exercices. On peut faire du SHROT. Mais toutes ces activités-là sont faites parce qu'il faut s'assurer que cette courbe-là ne devienne pas 25 à 45 ou 50 et plus. S'ils sont matures du point de vue squelettique, la réalité, c'est que ces patients-là ne progresseront pas. Pour moi, je n'ai pas besoin de les revoir. Même chose, entre 25 et 45, la première question qui vient à l'esprit, immature ou très mature. S'ils sont
très matures, je n'ai pas besoin de les revoir, à moins de les revoir à peu près aux 5 ans pour s'assurer qu'ils ne s'en vont pas tranquillement vers une chirurgie. S'ils ne sont pas matures, sont immatures, mais là, on va envisager un traitement par corset. Ça, on va en parler. Au-dessus de 45-50 degrés, ben, on parle habituellement d'une intervention chirurgicale où on va considérer les risques et les bénéfices de la chirurgie. On va parler de ça plus tard. L'histoire naturelle, c'est que la majorité des scolioses qu'on voit, là, ils progressent peu ou pas après leur diagnostic. Mais la vraie question, c'est quelles courbes vont progresser durant l'adolescence. Ça, c'est important d'être capable d'identifier. Et quelles courbes vont progresser à la fin de la croissance. Durant la croissance, ben, s'ils sont immatures, le risque est plus grand. Ces patientes-là sont plus grands. Plus la courbe est grande au début à la présentation, plus le risque est élevé. Et plus la patiente est immature, plus le risque est élevé de progression. Si vous avez une patiente qui arrive, qui n'est pas encore menstruée, qui n'a pas encore, que son ulcère est encore à 0, puis son triradier est ouvert, cette patiente-là est hautement à risque de progresser. Souvent, on va vouloir l'avoir plus souvent pour s'assurer que ça ne progresse pas trop. Plus on s'approche d'un ulcère 4 ou 5, ben, ces patients-là, 16 ans, ben, ces patients-là vont être moins à risque de progresser, donc moins de chances de progresser durant la croissance. Puis à la fin de la croissance, ben, ça, là, c'est l'étude qui a fait en sorte qu'on a pu déterminer à quel niveau on devrait les opérer. Quand on regarde les courbes qui sont plus sévères, les courbes au-dessus de 50-60 degrés, leur risque de progression sur une trentaine d'années, c'est à peu près 1 degré par année. C'est quand même des très grandes déformations qui continuent de progresser. Comme je disais tantôt, quand vous êtes rendu au-dessus de 80 degrés, bien, ce risque-là, il commence à avoir des répercussions au niveau pulmonaire. Nous, quand on fait la chirurgie à 50 ou à 60 degrés, les patients qui ne sont pas malades, ils ne sont pas en train d'avoir des grosses restrictions, mais on prévient la déformation à long terme. Avant qu'on aille trop loin, est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant? Je vais essayer de me mettre un petit peu plus comme ça. Je vois des têtes hochées, c'est beau, parfait, excellent. La scoliose, c'est une déformation tridimensionnelle. Là, c'est quelque chose qui va revenir souvent, mais si vous regardez les deux patients ici, ces deux patients-là, quand on regarde la reconstruction tridimensionnelle de gauche puis celle de droite, quand on regarde purement la reconstruction de dos, on s'aperçoit que c'est deux courbes qui se ressemblent pas mal. Mais quand on regarde les deux points de vue latéraux, les deux plans sagittaux, on s'aperçoit déjà que les courbes ne sont pas du tout pareilles. Hein. Il y en a une qui est beaucoup plus plate, puis l'autre, elle a quand même préservé une certaine syphose et une certaine lordose. Quand on est capable d'extraire la reconstruction 3D, ce qu'on est capable de faire dans nos modèles à Sainte-Justine, on voit vraiment que ces deux courbes-là sont complètement différentes. Cette vue de haut-là, on ne l'a pas dans une radiographie. Mais quand on est capable de la reconstruire en 3D avec le système EOS, on est capable d'avoir une meilleure idée que ces deux courbes-là ne se comporteront pas de la même façon. Ils ne se comporteront pas de la même façon dans leur progression. Ils ne se comporteront pas de la même façon dans leur réponse à un corset. Ils ne répondront pas de la même façon à une chirurgie, qu'elle soit une modulation de croissance ou à une fusion. C'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'on essaie de personnaliser le traitement chez ces patients-là. Bon, que tout le monde est prêt. Je pense que vous êtes prêts pour votre première clinique. Là. Vous avez eu vraiment vous avez eu la meilleure formation que je pourrais vous donner. C'est votre première journée. Vous êtes un excellent chirurgien ou un excellent chiropraticien. Vous allez révolutionner la chirurgie ou la pratique de la chiropratie, mais vous n'avez pas encore rencontré votre premier vrai patient. Là, je vais vous présenter vos premiers deux patients. Puis je vais vous demander de vous prononcer sur ce que vous feriez avec eux autres après. Je vais avoir deux petits sondages à faire, mais je vais vous présenter les cas en premier, puis après on lancera les sondages. Le premier cas clinique, c'est une fille de 10 ans qui n'a pas d'antécédents et qui n'a pas d'histoire familiale de scoliose. Ça, c'est sa présentation. Là, j'espère que vous vous rappelez du petit algorithme qu'on vous a présenté tantôt parce qu'on va essayer de voir si on peut s'en rappeler. 29 degrés, encore une fois, 10 ans, jeune fille, clairement immature du point de vue squelettique. À 10 ans, elle n'est pas menstruée encore. Immature du point de vue squelettique, 29 degrés. Le deuxième cas clinique, c'est un garçon qui est encore un peu plus jeune. Il a de l'asthme comme tous les petits garçons de son âge, mais il n'y a pas d'histoire familiale de scoliose. Et lui, il se présente avec 35 degrés de déformation. Encore une fois, on va avoir une question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous feriez? Cas numéro 1, on va lancer le premier sondage. Je vais vous demander de répondre à la première question. La première question que vous allez avoir, c'est qu'est-ce que vous feriez pour le cas numéro 1? J'ai fait travailler Mme Doucet très fort. Là.
Ça va jusqu'à date? Parfait. Ça va, ça va. Là, c'est juste que faut que j'aille chercher mon... C'est correct. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que j'arrive pas direct le pôle? Alors, je lance le pôle. Launching. Est-ce qu'il est lancé? Oui. Parfait. Fait que vous avez 3 options. Vous avez l'option de dire que vous faites de l'observation, un corset ou de la chirurgie. Fait que là, je vais vous rappeler le petit scénario. Ce patient-là a 29 degrés. C'est une patiente de 10 ans qui a 29 degrés et qui est immature du point de vue squelettique. Vous pouvez commencer à répondre. Moi, je vais même soumettre ma réponse à moi. Okay, ça s'active. Je vais repartager mon écran. Oh, pardon, excusez. Okay. Avez-vous pas mal de réponses? Oui, ça monte, ça monte. J'ai 74% de... Ah, ben c'est bon, ça. Ça va bien. Oui, il y a une répartition. OK, parfait. On va regarder ça. OK. Est-ce que vous la voyez, la progression, là, vous autres? Non. OK. Chantal, si je peux me permettre, là, tu nous as mis en partage d'écran ta boîte de courriel. Voilà. Oui, je vois ça. Je vais repartager mon écran, c'est correct. Okay. Bon, ah, voilà. Et donc nous avons 78% ont voté, se sont prononcés. On a réponse 1, observation, exercice 23%, corset 73% et chirurgie 3%. OK, chirurgie. Ouh, attendez une minute. Là. Fait que c'est correct. Là. On peut fermer celui-là. Juste, fait que, la majorité ont dit corset. Fait que c'est correct. L'algorithme dit corset. Fait que normalement, à 29 degrés, entre 25 et 40 degrés, on devrait aller vers un corset. Fait qu'on va faire le deuxième maintenant. Le deuxième, c'est notre petit bonhomme de 8 ans. 35 degrés. Puis on va relancer celui-là. Fait que allez-y. Relaunch, attendez un peu. Ça, c'est fait. On vient de le voir, parfait. Un peu. Oui. Oui, allez-y. En fait, j'avais pas besoin de partager. C'est ça. Donc, ça vote, ça monte. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre 2 réponses? Ah, vous pouvez mettre... on pourra en discuter après. Il n'y a pas de choix, mais les exercices, ça peut aller tout le temps avec le corset. Fait que c'est correct. C'est pas exclu. En fait, la majorité de nos patients qui sont sous corset, on leur fait faire du RPG ou de la physio ou il y a des gens qui viennent nous voir puis ils ont déjà leur chiro, fait qu'on continue la chiropratie. Alors, c'est la fin. On a 6% mentionné observation, exercice, 81% corset et 13% chirurgie. Ouh, OK, parfait. Fait que c'est intéressant. Ça va être intéressant. Fait que je vous dirais, il y a 5 ans, j'aurais dit d'emblée, chirurgie, c'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, avec la modulation de croissance, on peut avoir une discussion. Là. La courbe est peut-être un petit peu trop petite, mais la beauté de la chose, c'est que j'ai le suivi de ces patients-là. Puis ça va être intéressant parce que vous allez voir que les deux, moi, personnellement, je les aurais mis dans un corset. Quand on suit l'algorithme, les deux, on les mettrait dans un corset, mais vous allez voir, le suivi de ces patients-là est un petit peu différent. Fait que le cas numéro 1, c'est des cas que j'ai récupérés quand j'étais dans mon fellow à San Diego, fait qu'ils sont un peu plus vieux. C'est des vieilles radiographies, là, fait que ne portez pas de jugement sur la qualité des radiographies. Là. Mais les deux, la première a été mise dans un corset lors de la première visite. Il y a eu un suivi régulier, corset pour 2 ans. Elle habitait à San Diego. Puis à San Diego, je ne sais pas si vous savez où ce que c'est, ça, mais c'est sur la côte ouest américaine, dans le sud. Fait qu'il y a des plages. Là, hein. Fait qu'elle, la compliance, c'était pas évident. Elle trouvait ça bien trop encombrant d'aller à la plage avec son corset. Fait qu'elle ne mettait pas beaucoup. Fait que quand on regarde, ben, elle a eu un corset de Milwaukee. Ça n'a pas dû aider non plus, là, parce que le corset de Milwaukee, c'est pas le plus sexy puis le plus agréable pour les jeunes filles. Mais on peut voir là, à travers, par transparence, on peut voir la courbe là, en arrière, derrière le corset. Mais quand on enlève le corset, vous voyez qu'il y a clairement une progression. Ça va à 49 degrés, à 58 degrés, malgré un corset qu'elle portait plus ou moins, mais quand même une progression fulgurante. Elle a fini par être opérée, d'avoir une fusion postérieure. Aujourd'hui, là, on parle de 2001. Aujourd'hui, elle aurait peut-être un traitement un peu plus intensif avant,
Mais ça, c'était le résultat. Avec un bon réalignement, les disques en bas de L3 sont corrects, L4, L5 sont super beaux, mais il y a un risque à long terme de dégénérescence discale. Puis il y a un an post-op, une belle fusion qui est qui garde un bon alignement au niveau du rachis, mais c'est quand même une fusion. Le deuxième patient, c'est un patient que le chirurgien, je ne sais pas quelle intuition qu'il a eue, mais il a décidé de l'observer. Il a décidé de faire juste un suivi régulier puis voir comment ça évoluait. Puis vous vous rappelez, c'est 35 degrés, on commence à 35 degrés, mais avec le temps, il fait une évaluation puis il dit, ça ne progresse pas, fait qu'on va continuer à l'observer. Puis 23 degrés, 21 degrés. Ce patient-là, sans traitement, n'a pas évolué. Mais vous comprenez que si on le met dans un corset, c'est la même évolution. Probablement qu'on a le même genre de correction, puis qu'on a l'air d'un génie au bout du traitement parce que le corset a fonctionné. Mon message, là, c'est pas qu'il faut les laisser. Mon message, c'est surtout pas qu'il faut les observer. Mais mon message, c'est plus de dire qu'on ne connaît pas vraiment l'évolution. On ne comprend pas toujours l'évolution de ces patients-là. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur comment on peut mieux prédire l'évolution. Parce qu'il y a des patients pour qui le corset, c'est vraiment difficile. Quand on regarde les traitements qui sont possibles, qui ont été décrits dans le temps, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés à travers les années. Là. On peut voir que déjà, Hippocrate avait ses idées par rapport à ça. Mais je vais vous amener ici là, à Cotterêts, là, où on faisait des étirements couchés là, avec une mentonnière puis une espèce de harnais qu'on mettait au niveau du bassin. Moi, quand je suis allé faire mon stage à Paris, on faisait ça encore en pré-moulage de corset puis en pré-chirurgie. C'est quelque chose qu'on n'a pas ramené à Sainte-Justine, mais c'est quelque chose qui se faisait encore tout récemment. Puis on sait que quand on regarde, il y a beaucoup de traitements qui ont été proposés. Le seul il commence à y avoir un peu d'évidence pour la physiothérapie, puis pour les manipulations, puis les exercices comme le Schrott, puis tout ça. Éric Parent, qui n'est pas mon frère ou mon cousin, là, mais qui travaille à Edmonton, travaille très, très fort, lui, pour nous montrer que la physio, puis les manipulations, puis les exercices de Schrott peuvent avoir un impact. Que ça, on va avoir de l'évidence dans pas longtemps. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de bonne évidence. La seule bonne évidence qu'on a, c'est encore pour les orthèses. Les corsets, c'est le seul où on a de l'évidence. Mais de l'évidence, là, en orthopédie, vous allez comprendre rapidement que c'est pas très, très fort. On a beaucoup d'études rétrospectives. Les études rétrospectives, c'est quelqu'un qui a décidé de revoir ses propres cas. Ça peut être 30, 40, 50. Puis il dit, ça fonctionne bien dans tant de pourcentage de cas, puis on a une bonne idée. Mais il y a plein de biais qui sont associés à ça. Quand on fait une méta-analyse, on met plusieurs études rétrospectives ensemble et on est capable d'aller chercher un petit peu plus de force au point de vue méthodologique. Puis la vraie force, c'est dans une étude prospective contrôlée. Il y en a eu une comme ça qui a démontré que le corset était supérieur à l'observation seulement et ça a été publié dans le New England Journal of Medicine. Ça vous donne une idée de l'impact que ça a eu. Les orthèses, il y a beaucoup de versions disponibles. Il y a beaucoup de sortes, mais la majorité ont des résultats qui se ressemblent, autour de 70 à 80 %. C'est très dépendant du fait que le patient l'utilise ou la porte ou pas. Les corsets de Milwaukee, moi, je vous dirais que c'est plus pour les tout petits que je les utilise parce que le corset, il y a des barres métalliques qui sortent du chandail, puis ça, c'est pas très, très agréable pour des adolescents. Le corset de Boston, c'est encore la grande majorité de nos patients qui le prennent, ou le Charleston ou le Providence, qui est un corset de nuit qui permet aux enfants de rester libres le jour, mais de faire le corset de nuit. Qu'est-ce qui est un bon résultat? Quand on a un patient qui n'a pas progressé plus qu'à son arrivée. Fait que quand on est à la fin du traitement, dans le corset, ça va corriger. On va avoir une amélioration un peu relative par rapport au pré-op. Mais quand on enlève le corset et qu'on l'amène à maturité, si on n'a pas une progression de plus que 5 degrés par rapport à l'initiation du traitement, on considère ça comme un bon résultat. Mais comprenez que les patients viennent avec toutes sortes d'idées préconçues. Ils viennent, puis ils ont fait des recherches, puis déjà, ils se font référer chez nous, puis ils vont dire, vous êtes référé pour scoliose, fait que là, ils vont voir un petit peu, puis ils voient les traitements, puis ils disent, c'est qu'est-ce que je vois, puis ça, qu'est-ce que je vais avoir comme traitement, c'est ce genre de corset-là je vais avoir. Puis là, il faut qu'on explique souvent pourquoi le corset est efficace, puis quel genre de corset qu'on va avoir. Puis il y a toutes sortes de traitements qui sont proposés. L'acupuncture, là, c'est possible, là, mais c'est peut-être pas le meilleur traitement pour les scolioses. Mais j'ai différentes indications. Mais les Milwaukee, je les mets pour des juvéniles ou des courbes thoraciques hautes, fait plus petits, les enfants, quand ça interfère pas trop avec leur vie sociale.
les Boston, les courbes thoraciques, les doubles courbes, les diathétiques de l'adolescent, puis les Providence, puis les Charleston, c'est vraiment pour les lombaires et les thoracolombaires. Les petites courbes qui sont flexibles, puis pour lesquelles la famille veut vraiment un traitement, quelque chose qui est vraiment fait, ça peut être aussi une alternative. Puis ça peut être aussi un complément au corset de jour. Mais ma vraie indication pour les corsets de nuit, là, c'est quand la discussion commence comme ça, puis que j'essaie de faire mes petites jokes là, sur l'école, puis tout ça, puis j'essaie de connecter, puis la réponse, ça ressemble à ça. Là. Puis j'explique à la patiente que le corset, c'est important, puis la réponse, c'est ça. Là. Bien, souvent, un corset de nuit, c'est probablement la meilleure chose pour commencer. Fait que si je n'ai pas le choix, là, je vais commencer avec un corset de nuit. Si je peux éviter ça, si je peux aller avec un corset de jour, c'est correct. Fait que, y a-t-il des questions? Avant qu'on passe dans le traitement chirurgical, on peut faire une mini-pause. Je ne veux pas trop faire ça trop dans une direction. S'il y a des questions avant qu'on passe au traitement chirurgical, après ça, on va passer au traitement chirurgical. Moi, j'en aurais une. Allez-y. On a parlé des corsets rigides. Est-ce que ça arrive des fois que vous proposez des corsets plus dynamiques comme SpineCore? C'est une bonne question. À notre institution, nous autres, il y avait un docteur Rivard qui était un très grand acteur dans ce développement de ce corset-là. Puis chez nous, on a eu la mauvaise fortune d'avoir beaucoup de patients qui ont été mis dans des corsets comme ça, puis qui ont évolué, puis que le suivi n'a pas été fait de façon adéquate. Moi, tant que je ne suis vraiment pas contre, là, nous, on a une approche très ouverte par rapport à ça. Si le patient vient avec un corset flexible, on est prêt à le suivre, mais on a des indications qui sont plus tôt dans le processus. On pense qu'une courbe qui est au-dessus de 35 degrés, ça réagira probablement pas autant de la même façon. On n'est pas, comme j'ai dit, on n'est pas contre, mais on a la gâchette facile. Puis après ça, si on voit une légère progression, de les transférer vers un corset plus rigide. Je suis prêt à le faire en alternance avec un corset de nuit. Fait que, tu sais, je suis pas arrêté, mais c'est pas notre première proposition chez les patients. Mais s'ils viennent avec ou s'ils sont intéressés par ça, on n'a pas peur de les référer pour ça. Mais il faut absolument qu'il y ait un suivi aux 6 mois avec une radiographie hors corset pour qu'on puisse suivre l'évolution. Ça répond-il à votre question? Oui, merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je me demandais est-ce que vous donnez des exercices aussi ou vous donnez simplement oui. Oui, non, c'est ça. Fait que quand on dit observation, je m'excuse, je suis tutoyé, mais quand on dit exercice ou quand on dit observation, c'est habituellement l'observation du point de vue clinique. On fait des radiographies aux 6 mois, mais souvent, on va les mettre en RPG ou en SHROT de façon préventive. Fait que notre clinique, surtout pour les plus jeunes, les courbes qui sont atypiques, les patients qui ont des gros déjettements, c'est du cas par cas, là, mais on est très, très fort pour les mettre dans du RPG rapidement. Il y a des patients qui viennent, il y a toutes sortes de choses, ils viennent avec leur information, puis tout ça. Fait que, il y en a qui veulent absolument avoir du SHROT, fait qu'on les envoie vers le SHROT. Il y en a qui veulent avoir du RPG, on les envoie vers le RPG. Il y a du monde qui viennent par la clinique de chiro, fait qu'ils veulent continuer avec leur chiro, on dit c'est correct, continuer avec le chiro. Fait que, on n'essaie pas de diriger un dans une direction ou dans l'autre, mais si quelqu'un vient et il n'y a pas de programme d'exercice, on a un programme d'exercice. Les physios de l'hôpital ont aussi mis en place tout un système d'exercice, des enregistrements vidéo qui sont disponibles à la population et aux thérapeutes et aussi aux familles. Fait que les familles peuvent faire leur propre suivi. Ça a beaucoup aidé durant la pandémie. On l'avait mis en place avant, mais durant la pandémie, ça a beaucoup aidé pour les patients. OK. Puis quand vous dites SHROT puis tout ça, là, ça, c'est des programmes d'exercice déjà montés, mettons? Oui, c'est ça. Fait que le SHROT, là, c'est une pensée ou une méthode qui vient d'Allemagne. C'est Mme Schrott qui avait fait. C'est vraiment un programme intensif. L'idée, dans le temps, c'était des pensionnats ou des espèces d'endroits où les enfants allaient à l'école, faisaient les exercices sur place. Ils étaient vraiment pensionnaires en institution. Il y avait des exercices. C'est des exercices où on apprend aux enfants à hyper corriger leur déformation en faisant des exercices qui vont renforcer la musculature pour pouvoir corriger de façon progressive. Fait que, mettons, quelqu'un a une courbe lombaire à gauche,
avec une convexité à gauche, mais on va renforcer les paralombaires du côté gauche en faisant faire des exercices et les abdominaux du côté gauche en faisant faire plusieurs exercices de dépliage, si tu veux, sur un côté. C'est vraiment les enfants apprennent à garder en mémoire une certaine position puis faire la mémoire musculaire. C'est vraiment des exercices intensifs. Au Canada puis aux États-Unis, le trend est en train d'attraper des amateurs et des fervents amateurs. Le problème qu'il y a, c'est que ils sont en train de l'adapter parce que en Amérique du Nord, envoyer des enfants en institution pour ça, le coût est trop grand, c'est pas matériellement possible. Fait que là, ils sont en train de faire des sessions où l'enfant fait lui-même ses exercices de shot, mais 2 ou 3 heures à la maison, soit supervisé. Mais tu sais, c'est vraiment des affaires, quand ils embarquent là-dedans, c'est vraiment intensif. Nous autres, on a approché, on voulait faire un projet où on comparait les exercices de rééducation posturale globale versus du SHROT. Puis, un des problèmes qu'on avait, c'est de recruter des patients parce qu'on lui disait, vous allez avoir 5 jours par semaine pour vous allier dans une clinique, faire des exercices pendant 2 ou 3 heures. Là, les gens disaient, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était plus compliqué de ce point de vue-là. OK, super. C'est bon? Ça fait plaisir. Fait que là, je sais que tout le monde vient de manger ou est sur le point de manger ou je ne sais pas si quelqu'un est dans son lunch présentement, mais là, il va avoir du sang. C'est possible. Je suis désolé, moi, je suis chirurgien, fait que je suis fait de même. Mais si vous ne vous sentez pas bien, on fera une pause, là, mais il y a des images avec du sang qui s'en viennent. OK? Fait que le traitement chirurgical, c'est quand même une portion. Moi, je suis chirurgien, c'est quand même une portion importante de mon travail. Mais il y a quand même une évolution dans le temps. Fait que quand on a trouvé un marteau assez gros pour endormir le patient assez longtemps, on a fait ce qu'on appelle des fusions. C'est à la blague, c'est plus l'anesthésie qui est importante. Mais l'idée de la fusion, c'était que dans le temps, on exposait la colonne, on endormait le patient, on exposait la colonne, on allait faire un paquet de petites fractures dans le dos, on enlevait les facettes articulaires, puis tout ça, puis on prenait une grosse portion du bassin, de l'aile iliaque, qu'on mettait en petits morceaux, puis on mettait tout ça dans le dos. On refermait, puis quand le patient est encore vivant à la fin de la chirurgie, on pouvait, à ce moment-là, le mettre dans un plâtre, puis là, on tournait le patient aux 4 à 6 heures dans son plâtre pour pas qu'il fasse de plaies de pression, puis on le mettait pendant 6 à 12 mois dans un plâtre, puis là, on faisait une fusion. Puis souvent, on avait une déformation qui était stabilisée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Harrington, les tiges de Harrington, qui est arrivé, il a dit, on va mettre une tige en haut, une tige en bas, on va tirer, on va étirer la colonne, puis on va faire la même chose, on va refaire la greffe, puis tout ça, on va faire nos petites fractures, prendre notre demi-bassin, mettre ça dans le dos, on va refermer, mettre le corset. Le problème avec les tiges de Harrington, c'est qu'on s'est aperçu de 2 choses. On s'est aperçu qu'on obtenait une correction plus ou moins correcte dans le plan sagittal. On avait tendance à faire des flat back. Puis l'autre chose, c'est que quand on étirait la colonne comme ça sous anesthésie générale, on s'est aperçu que la moelle épinière, elle n'aimait pas beaucoup ça, se faire étirer. Fait qu'il y a des patients qui se sont réveillés et qui ont été paralysés par ce genre de chirurgie-là. Parce que c'est quand même, la moelle épinière, quand on l'étire, elle n'aime pas ça. Fait que, il y a d'autres concepts qui sont arrivés, les fils de Louquet, le Cottrell du Bousset, qui est vraiment une grosse transformation, 2 tiges, on met plusieurs implants. Là, ce qu'on utilise aujourd'hui, on utilise beaucoup de vis. Vous allez voir, je mets beaucoup de vis. C'est très, très instrumenté, puis les instruments sont vraiment faits pour pouvoir corriger en 3D. L'objectif de la chirurgie, c'est d'améliorer la balance rachidienne. L'important, c'est de prévenir la progression puis d'améliorer l'alignement global. C'est habituellement, l'indication est habituellement basée sur une courbe qui progresse. Si la gibbosité est très importante, ça peut être important. La maturité squelettique, on n'a pas la même discussion avec quelqu'un qui a une courbe de 55 degrés puis qui a 10 ans versus un patient qui a 18 ans puis une courbe de 55 degrés. C'est pas du tout la même discussion. Le risque de progression n'est pas du tout le même. Fait qu'on n'a pas la même genre de discussion. Il y en a un qui va être un peu plus conservatrice, l'autre va dire, il faudrait que tu le fasses parce que sinon, le risque est vraiment important. Le type de courbe puis le risque de progression à long terme. Encore une fois, durant la croissance, les courbes au-dessus de 45 à 50 degrés, les déformations thoraciques progressives, les imbalances du tronc, les échecs du traitement par corset. Puis après la fin de la croissance, c'est des courbes au-dessus de 50 degrés. C'est marqué %, mais c'est des degrés, déformations progressives et des douleurs importantes. Les traitements actuels, là, c'est vraiment, quand on regarde le trend, là, c'est vraiment instrumenté de façon sélective. Fait qu'on veut limiter l'étendue de notre fusion pour qu'il y ait le plus de mouvement possible, mais on va instrumenter beaucoup pour pouvoir corriger beaucoup.
On instrumente beaucoup de façon postérieure. En antérieur, on va l'utiliser plus dans la modulation de croissance. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a une petite vidéo en plus de ça. On va instrumenter de façon segmentaire pour améliorer la correction. Les vis pédiculaires que je vous ai dit tantôt, là, on les met dans les pédicules thoraciques. Vous vous rappelez la petite image que je vous montrais avec les pédicules qui étaient plus minces puis tout ça. Fait que faut faire très attention, mais c'est quand même là. Puis il y a un nouveau rôle pour la thoracoscopie. La thoracoscopie, c'est quand on met une caméra dans le thorax. Vous allez voir, on l'utilise pour la modulation de croissance. Fait que ça, c'est un exemple. Une patiente qui avait une courbe à peu près à 68 degrés, grosse déformation, des épaules, l'épaule gauche qui était plus élevée. Quand on fait la fusion, oui, l'épaule gauche demeure un peu plus élevée, mais on a un bon réalignement tant dans le plan sagittaire que dans le plan coronal. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un rachis équilibré, éviter de fusionner trop de niveaux, puis de procurer un rachis qui est non douloureux à long terme. On veut améliorer l'aspect cosmétique, on veut prévenir la décompensation cardio-pulmonaire. L'objectif, ça reste encore de prévenir qu'est-ce qui peut se produire à long terme. Puis encore une fois, quand on a un imbalance au niveau, surtout, vous voyez, au niveau de sa taille, là, ce patient-là était très, très déçu du point de vue esthétique. Là, elle trouvait que sa taille était vraiment plate sur un côté. Il y avait une grosse asymétrie au niveau de sa taille. C'est pas une courbe qui est très, très impressionnante, mais quand ils sont placés de même au niveau du lombaire, ça peut avoir des impacts assez importants. Quand on a fait une fusion ici de 5 niveaux relativement courte, par une approche antérieure avec une belle restauration. Vous voyez vraiment maintenant la symétrie qu'on a au niveau de la taille qui est beaucoup mieux. Encore une fois, un autre exemple, une patiente qui avait une courbe autour de 50 degrés, deux fois 45 et 50 degrés. On corrige relativement bien, beaucoup d'implants, mais ça nous permet d'aller chercher, vous allez voir dans le petit vidéo qu'on a pour la fusion postérieure, ça nous permet d'aller chercher vraiment à chaque niveau, aller corriger la scoliose et aussi la composante thoracique. Là, je vous ai averti, là, vous pouvez fermer vos écrans si vous voulez, là, mais ceux qui ont le cœur plus sensible. Là. Fait que ça, on voit, là, on est à la tête du patient, puis on regarde vers ses pieds. Là. Fait que ça, c'est vraiment, vous voyez la déformation qui s'installe, puis vous pouvez voir vraiment à quel point les tubes qui sont attachés sur nos têtes de vis, comment ils sont tournés au niveau de la concavité, puis la gibbosité qui ressort. Fait que, avec le temps, durant la chirurgie, on va pouvoir progressivement aller corriger. Fait que les tubes, à la fin, au début, ils sont tous attachés, puis ils suivent la déformation axiale. Vous allez voir, progressivement, on va venir corriger. Fait que moi, je suis sur votre écran, là, je suis à droite. Fait que c'est moi qui joue avec le tournevis présentement, puis je vais venir pousser chacune de ces vertèbres-là de façon progressive. Il faut pouvoir venir les réaligner, pour venir vraiment aller enlever la composante axiale. Puis mon assistante, là, elle va progressivement venir fixer ces tubes-là. Puis vous allez voir, là, plus qu'on va monter, plus ces tubes-là vont être alignés. Fait qu'au début, ils sont vraiment, on dirait comme une espèce de vague, là. Mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, cette déformation-là va s'améliorer. Puis au début, l'autre chose, c'est que notre tige du côté droit, là, qui est du côté gauche de votre écran, elle sort du patient, mais progressivement, à mesure qu'on descend ou qu'on monte vers la tête du patient, là, on va avoir une correction. Donc, vous voyez, les tubes commencent à se réaligner. On est capable de vraiment ajuster à chaque niveau combien de déformations qu'il y a, puis vraiment s'ajuster par rapport à la déformation initiale. Fait que ça, c'est juste parce qu'aujourd'hui, l'instrumentation qu'on a, elle est vraiment rigide. On est capable d'avoir une bonne prise sur chacune des vertèbres de façon indépendante, puis elle est vraiment fixée. C'est sûr que pour un chiro, regarder ça, ça ne doit pas être facile parce que vous visez à garder un mouvement chez ces patients-là. Puis moi, je suis en train de vous montrer quelque chose qui est en train de l'enlever. Mais l'idée générale, c'est vraiment d'aller redresser la colonne. Vous voyez, à la fin, les tubes sont bien réalignés. On voit d'un bout à l'autre sans voir les tubes qui sont tout en train de se promener. Ça nous permet de façon très progressive d'aller chercher une correction. Ça nous permet de prendre des courbes comme ça puis de les redresser de façon, c'est quand même 80 quelques degrés, là, les ramener dans une déformation. Puis regardez surtout au niveau des côtes. Là. Je ne sais pas si vous voyez les côtes en préopératoire, sont toutes prises dans un pain ici, sont très divergentes ici. Après la chirurgie, elles sont beaucoup plus symétriques, ce qui donne une idée aussi de la dérotation qu'on a eue au niveau de la gibbosité. Donc, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire en chirurgie présentement. La thoracoscopie, on l'utilise beaucoup pour quand on a besoin de rajouter de la flexibilité. On va s'en servir quand on va faire des relâchements antérieurs, aller enlever les disques pour pouvoir assouplir la colonne.
puis on va s'en servir à l'occasion dans des fusions antérieures, mais je vous dirais que maintenant, le gros trend, c'est plus la fusion antérieure, c'est vraiment la modulation de croissance, puis on va avoir une belle image par rapport à ça. C'est l'image qu'on peut voir, vous allez voir, il y a des très belles images en vidéo tantôt, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut voir en chirurgie. Ici, c'est les côtes sur le haut ici. La colonne vertébrale est comme horizontale devant vous. Puis en bas, ici, on a mis des compresses sur les choses pas importantes comme la aorte puis la veine cave. Ça nous permet d'assurer qu'on n'est pas en train de mettre les doigts où ce qu'il ne faut pas. Ensuite de ça, on peut enlever le disque, on peut voir jusque dans le fond du disque, on peut même instrumenter, mettre des vis, mettre des tiges pour pouvoir redresser la colonne. Mais aujourd'hui, je vous dirais que le gros trend, c'est d'aller faire de la modulation de croissance. Les désavantages à chirurgie, avant qu'on rentre dans les nouveaux trucs, ça risque, c'est quand même une chirurgie qui n'est pas sans risque. Quand on fait la chirurgie, on a une longue discussion avec la chirurgie. Il y a des risques neurologiques, infections, bris de matériel, pseudarthrose. Ça reste une fusion. C'est pas, on donne pas de la mobilité aux patients. Puis il y a une cicatrice. Puis ces patientes-là, souvent, il y a un certain âge jusqu'ils ne comprennent pas pourquoi ils vont avoir une cicatrice, mais ils sont bien corrects avec la déformation qu'ils ont. Fait que souvent, il faut avoir cette petite conversation-là avec. On travaille beaucoup sur de la chirurgie sans fusion qui préserve la mobilité. On a des chirurgies minimalement invasives qui sont développées. Vous allez voir, la prochaine affaire qu'on va parler, c'est de la modulation de croissance. Fait que la modulation de croissance, c'est vraiment, dans les dernières années, ça a vraiment été un truc qu'on a beaucoup changé notre approche. On fait cette chirurgie-là à Sainte-Justine depuis décembre 2013. Fait que ça fait maintenant 7 ans qu'on fait cette chirurgie-là. Puis vous allez voir, il y a des bons résultats, puis il y a des moins bons résultats, mais des bons résultats, il y a des fois, ça peut être quand même assez extraordinaire. Fait que si on se rappelle du petit algorithme qu'on avait tantôt, c'est pas pour les courbes de 11 à 25 degrés, mais quand on parle de 25 à 45, si quelqu'un échoue le traitement mettons qu'un patient arrive à 35 degrés, puis qu'on y essaye un corset, puis qu'au bout de 6 mois dans un corset, ça progresse quand même, puis il est rendu à 40, ben là, il y a peut-être une alternative qu'on peut leur proposer. Au-dessus de 25 à 40, au-dessus de 45 degrés, on parle de chirurgie habituellement. Fait que là, on a une alternative. Fait que si vous regardez le patient qui se présente à 26, puis que, malgré un bon traitement, mais il continue à progresser, puis il est rendu à 41, puis à 45, puis à 47, puis il continue de progresser comme ça, ben, si vous voulez, l'histoire naturelle avant ce qu'on faisait, c'était une fusion. C'était vraiment l'idée de dire, ben, on va les redresser, on va empêcher la progression à long terme, puis on va essayer de modifier l'histoire naturelle. Mais si on peut retourner dans le temps puis identifier des patients qui sont un petit peu moins sévères, qui ne sont pas encore rendus à la fin de la croissance, on peut peut-être aller chercher une alternative si on peut les traiter avant le temps en utilisant la croissance résiduelle. Fait qu'on est capable de faire ça. Fait que l'option traditionnelle, ben, vous l'avez vu, les dernières slides, c'est vraiment, cette patiente-là, elle se présente avec une déformation relativement importante. On est capable, relativement flexible, mais on est capable de la redresser avec 2 tiges dans le dos. Puis ça, c'était un résultat qui est tout à fait adéquat. C'est une chirurgie, bonne restauration, mais ça reste une fusion. Cette patiente-ci, c'est la première patiente que j'ai opérée avec cette technique-là. On parle de décembre 2013, 42 degrés. Elle avait échoué au traitement conservateur. Elle avait porté un corset, ça n'avait pas marché. Cette patiente-là était ballerine elle voulait faire casse-noisette. Cette année-là, elle faisait partie des rats, je pense, pour casse-noisette. Fait que là, elle était bien déçue de savoir qu'elle aurait une fusion et tout ça. Fait que après avoir discuté longuement avec la famille, on savait que ça se faisait ailleurs. On avait eu une discussion par rapport à ça. Fait qu'on a décidé de proposer à cette patiente-là de faire la chirurgie. Fait que ça, c'est vraiment la première patiente. On va aller instrumenter de façon progressive. Puis là, on a, vous allez voir sur la vidéo, c'est plus facile, mais on est capable de mettre les vis, puis on vient, après ça, mettre le câble, on vient mettre un câble, puis on vient redresser la colonne. Ça, c'est immédiatement après la chirurgie. Ça, c'est quelques mois après la chirurgie. Vous voyez qu'on a un redressement de la colonne, mais avec une flexibilité qui va être résiduelle chez ces patients-là. Les enjeux qu'on avait par rapport à ça, c'est qu'on n'avait pas à long terme, on n'a pas de bonnes études, mais on commence à avoir du recul par rapport à ces patients-là qui vont venir nous aider par rapport à ça. Fait que, si on regarde, ça, c'est la vidéo. Voici. Fait que la modulation de croissance, vous allez voir, encore une fois, il y a encore des images de chirurgie. Ça, c'est la deuxième patiente que j'ai faite. Fait que 69 degrés, pas mal plus grosse courbe. On avait un risère à 0 puis un triradier ouvert. On était à haut risque de progression. Fait que le traitement standard, ça aurait été une fusion antérieure et postérieure. Moi, je vais faire une petite pause ici. Moi, j'ai la chance de travailler avec un ingénieur qui s'appelle Carl-Éric Aubin
à Sainte-Justine, qui est un leader mondial dans la simulation par éléments finis. Les éléments finis, c'est des corps rigides qu'on peut tester. On peut simuler différents aspects. C'est comme ça qu'ils construisent des ponts, c'est comme ça qu'ils construisent des maisons et tout ça. Fait que les ingénieurs sont habitués de travailler avec ça, mais la grande nouveauté que le professeur Aubin a amenée, c'est qu'il l'a adapté pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Puis durant le week-end, avant la chirurgie pour cette patiente-là, elle avait beaucoup progressé. J'avais eu un petit accident de ski qui m'avait mis de côté pendant 3 mois. Puis durant les 3 mois de ma réhabilitation, elle avait progressé de je pense que c'était 45 ou 50 degrés à 69 degrés. Elle avait eu une grosse progression. Fait qu'on était très inquiets par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de déformations à corriger. Fait que durant tout un week-end, on a eu une étudiante au doctorat, puis le professeur Aubin puis moi, on s'est échangé différentes idées par rapport à ça, puis on a simulé la chirurgie. Puis vous voyez là sur cette petite vidéo-là, on peut voir qu'au bout de 3 ans de croissance, bien, on a une inversion de la courbe. Fait que ça a été on est allé voir la famille, puis on leur a dit, bien, écoutez, si vous êtes prêts à prendre le risque, parce qu'à ce moment-là, c'était probablement la plus grande déformation qui avait été faite avec cette technique-là. On avait discuté avec la famille, puis on avait dit, écoutez, si vous êtes prêts à prendre le risque, nous autres, on veut bien prendre le risque, mais il faut comprendre on est vraiment dans l'expérimental. On avait proposé la chirurgie. Les parents étaient très intéressés par le fait qu'il n'y aurait pas de fusion. Fait qu'on avait proposé ça, puis on l'avait essayé. Fait que le restant de la chirurgie, ça vous donne une idée du positionnement. C'est une approche par thoracoscopie. C'est vraiment des petites incisions. On va utiliser la navigation intraopératoire. Fait qu'on a un scan intraopératoire qui vient nous aider à positionner nos points d'entrée puis déterminer comment que nos vis sont installées. Une fois qu'on a, vous êtes installé, là, fait que là, la colonne vertébrale est en dessous, on la voit être horizontale. Le poumon, c'est l'espèce de ballon dégonflé ici. Là. Puis là, on va exposer la colonne vertébrale, puis on va aller exposer les différents vaisseaux sur la colonne, parce que les vaisseaux, c'est là qu'on va aller mettre nos vis. On va aller tranquillement cautériser nos vaisseaux. Puis là, vous voyez là, les petits monticules de chaque côté, là, ça, c'est les disques. Puis dans le milieu, ici, c'est la vertèbre. Fait que la vertèbre est vraiment sous le vaisseau. Puis le vaisseau, là, ce vaisseau-là, il vient directement de l'aorte. Là, fait que vous pouvez le voir battre. Là, fait que ça peut arriver que ça saigne un petit peu. Mais habituellement, on est capable de s'en sortir sans trop de saignement. Puis ça, vous voyez comment moi, je vois la vue durant la chirurgie. Fait que on est en train de regarder. Devant moi, j'ai mon écran, j'ai mon image de radiologie. Puis là, je peux aller implanter mon agrafe. Puis je vais aller, je peux la rediriger, m'assurer que je suis dans la bonne direction, puis tout ça, puis aller implanter mon agrafe. Fait que là, je me repositionne un petit peu, je l'avance, puis là, je suis dans la bonne position. Fait que là, je suis correct. Là, je suis confortable avec cette position-là. Puis là, je vais venir faire un trou dans ma vertèbre pour m'assurer que je suis à la bonne place. Vous allez voir, ça saigne un petit peu, désolé. Là. Puis là, on peut aller prendre on appelle ça un taraudeur. Fait qu'on vient faire notre trajet pour la vis. Tout ça à travers une incision là, qui mesure 2 cm à la peau, là, à travers le thorax. Fait qu'on est capable de se rendre jusqu'à la colonne vertébrale, puis aller avec différents instruments, les positionner aux affaires. Puis là, vous allez voir, on peut prendre notre mesure. On est à peu près à 30 mm. On prend une shot de fluoroscopie. On sait qu'on est rendu de l'autre côté. On sait notre mesure. Fait qu'on va pouvoir prendre notre vis. Puis là, on va pouvoir rentrer. Vous allez voir la vis. C'est du vieux matériel, là. C'est pas le matériel que j'utilise aujourd'hui, là. Mais dans ce temps-là, il fallait qu'on coupe les vis puis tout ça. C'était un petit peu compliqué, mais on vient, vous allez voir, on va aller installer notre vis directement, encore une fois, en ayant l'image qui vient nous montrer, sur le corps vertébral où on est rendu, puis qu'on s'assure que le trajet est correct pour ça. Fait que la moelle épinière est en arrière, fait que on a un certain jeu, là, mais on n'est jamais très, très loin, fait qu'on est capable de s'orienter par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que autant le scan intraopératoire que la visualisation qu'on a, la thoracoscopie, tous ces instruments-là viennent nous aider à bien s'orienter dans l'espace. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'on est content de la position de nos implants, on vient mettre notre câble. Le câble, on le passe. C'est un câble, c'est probablement le lacet soulier le plus cher de la planète, là. Juste le câble, habituellement, coûte environ 2 000 à 3 000 $. C'est une folie, là. Mais l'idée, c'est de prendre ce câble-là puis venir l'installer au niveau des différentes têtes de vis. Fait qu'on est capable, encore une fois, par des petites incisions, on va venir attacher notre première vis. Puis là, on va pouvoir venir serrer. Vous allez voir la méthode de serrage. Moi, j'appelle ça le serrage, l'ouverture de la canne de thon, là, pour ceux qui sont assez vieux. Là. Fait qu'on va venir prendre le câble, puis on va venir le twister sur le bord de la vis. Puis on va être capable de serrer le câble. Vous allez voir, la caméra va passer par-dessus. Vous allez voir. Fait que là, c'est le geste qu'on fait. On tourne le câble. On va vous montrer à quel point on peut serrer. Fait quand on tourne dans le câble, vous voyez, on est capable de resserrer l'espace. Fait qu'on est capable d'aller corriger notre scoliose
à chaque niveau. Fait qu'on fait ça à chaque niveau, on vient pousser, on corrige, on serre notre boulon, on passe au prochain. Puis à la fin, ben, on est capable de couper l'excédent de câble. On laisse un petit peu de câble chaque barre au cas qu'on soit obligé de retourner, puis on ressort nos affaires. Puis à la fin, ben, vous voyez, ça, c'est l'aliment général qu'on voit à la fin de la chirurgie. Puis ça vient restreindre la croissance sur le côté long. Puis à la fin, on est capable, avec le O-arm, d'aller revoir nos affaires. Fait que ça, est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est quand on a le bon cas puis qu'on a beaucoup de croissance, comme cette patiente-là, allez voir, initialement, on a une correction d'à peu près 40-50 degrés, mais avec la croissance, vous allez voir, elle va continuer à corriger progressivement. Fait que c'est pas juste lors de la chirurgie initiale, mais c'est vraiment à travers le temps qu'on est capable d'avoir ça. Wow! Y a-t-il une question? Correct? C'est bon? Excusez, on passe à la prochaine slide. Oups. Parfait. Ça fonctionne-tu? Ben oui. Il y a des cas, dans des cas très choisis, c'est clair que ça fonctionne. Ça va progresser, ça va pas progresser, ça va corriger avec la croissance. Cette patiente-là, c'est la deuxième patiente, c'est celle du mois de mars 2018, là. Excusez, 2014. Cette patiente-là, je l'ai revue récemment. Elle a eu un bris de câble éventuellement. Le câble a fini par briser. Puis on est retourné le refixer. Mais cette patiente-là, maintenant, elle est rendue 6 ans post-op. Elle a une courbe en bas de 15 degrés. Elle partait de 70. Le traitement habituel de ça, ça va être une fusion de T2 jusqu'à L2. Puis, tu sais, elle aurait été relativement raide. Elle aurait eu un bon traitement, mais aujourd'hui, elle est super contente. Elle est mobile, elle se promène, puis, tu sais, elle n'a pas de problème. Fait que, c'est un bon résultat. Est-ce que ça fonctionne aussi avec des plus petites courbes? Oui, ça fonctionne avec des plus petites courbes. Ces patientes-là, il faut aussi les suivre parce qu'il y a un petit risque de surcorrection. Cette patiente-là, je me rappelle très clairement, je l'ai vu en post-op, j'ai dit « Wow, beau résultat, ça va bien aller. 6 mois, ça n'a pas trop bougé, mais tu sais, on est correct. » Puis elle vient me revoir à 24 mois, puis j'ai comme fait « Oh, boy, là, j'ai comme l'impression qu'on va être dans le trouble. » Fait que la voir revenir de sa radiographie, c'est ça que ça a donné. Fait que là, on n'a pas manqué notre shot, là. Elle est parfaite. Tu ne peux pas demander mieux comme correction. Mais j'en ai des patientes qui ont surcorrigé, parce qu'on était obligé d'aller réintervenir. Et cette patiente-là avait fini de grandir, elle était rendue droite, elle n'avait pas de problème à long terme. Fait que les indications actuelles, ben, c'est difficile parce que ça bouge un petit peu, là, mais en gros, là, les patients qui sont entre 40 et 70 degrés sont des bons candidats pour ça. Mais plus la déformation est importante, plus on va vouloir avoir de la croissance. Puis plus la déformation, le patient est âgé, moins on va vouloir avoir de la croissance. Fait que on n'est pas beaucoup qui font ça dans le monde. Au Canada, on est 3-4 dans le monde qui font ça de façon, qui ont plus que 100 cas de fait. Là, je vous dirais qu'on est probablement 5-6. On n'est pas beaucoup, mais la majorité s'entendent à dire que moins de croissance qu'on a, plus la courbe devrait être petite, mais plus le résultat va être reproduisible. Plus on a de la croissance, plus on peut se permettre une grosse déformation, mais moins le traitement ou le résultat va être prévisible. Puis quand ils sont très petits puis qui ont beaucoup de déformation puis beaucoup de croissance, ben moi, la discussion, la première fois que je les rencontre, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une autre chirurgie, c'est quand la prochaine chirurgie va avoir lieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça va être une fusion ou vas-tu changer le cadre? Mais habituellement, RICER 0 ou 1, fait que beaucoup de croissance, tri-radio ouvert, j'adore ça. Âgé de plus que 8 et 9 ans ou plus que 30 kilos, parce que c'est une question de taille, à un moment donné. Là, on peut pas mettre c'est difficile de faire la chirurgie avec les caméras dans le thorax en bas de ça. Puis les patients, puis la famille sont encore informés, même aujourd'hui, quand j'en ai fait au-dessus de 120 chirurgies, ces patients-là sont encore informés que la procédure, elle est expérimentale. Docteur Parent, oui. Je crois qu'on a une main levée. OK, allez-y. Oui. J'ai une petite question. Comment, je ne suis pas sûr de comprendre, c'est-à-dire, en fait, comment vous calculez la tension appliquée sur le câble? C'est quelque chose que vous modélisez d'avance? Ça, si tu as la réponse à ça, tu as un prix Nobel. Fait que en gros, fait que, oui, on est capable de le modéliser en partie. La réalité, c'est que ce que les ingénieurs modélisent versus moi, ce que j'applique, c'est pas clair. C'est pas clair que c'est la même chose. La règle, puis avec l'expérience, ce que j'ai appris à faire, c'est qu'aux extrémités de la déformation, tu ne mets pas trop de tension. Tu ne veux pas mettre trop de tension dans le câble parce que tu te mets à risque de surcorriger. Fait que tu risques de renverser ton disque puis de l'inverser. Fait qu'on ne met pas trop de tension aux extrémités. Puis la majorité va se faire à l'apex. À l'apex de la déformation, c'est dans le milieu de ta courbe, là, ça dépend vraiment si tu as beaucoup de croissance ou pas beaucoup de croissance, puis combien que tu veux corriger. Puis là, bien, souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener le disque au moins parallèle durant la chirurgie, sinon l'ouvrir un petit peu de l'autre côté,
sachant que c'est un câble. Fait que quand le patient va se remettre debout, ben, il va perdre un petit peu de correction, fait qu'il va revenir parallèle. Mais l'idée, c'est de ramener, si tu es capable d'avoir un disque qui est relativement parallèle, tu as réussi à changer les forces au niveau des disques. Fait en théorie, ta plaque de croissance va se remettre à grandir normalement. Mais tu vas voir, dans les prochaines slides, on en parle par rapport à comment on le modélise. Ça. Super, merci beaucoup. Nous avons une autre main levée. Oui. Oui, bonjour, Dr. Parent. Merci pour la présentation. C'est vraiment très, très intéressant. La question que j'ai pour vous, c'est que j'aimerais en fait que vous me parliez des capacités fonctionnelles de ces patients-là. C'est-à-dire que nous, on les voit en post-fusion, là, habituellement, plus chez les adultes, puis on voit qu'ils ont de la douleur chronique, difficulté à se coucher sur le dos, à faire leur activité, versus ces nouvelles procédures-là. Par exemple, est-ce que la ballerine a pu retourner à son niveau de sport? Ouais. Donc, c'est ça mes questions. Oui, c'est super intéressant. C'est vraiment l'objectif. Nous, quand on a commencé à faire ça, l'idée générale, c'est de dire, puis c'est un exemple boiteux que j'utilise, là, fait que je ne veux pas que vous me preniez cet exemple-là tout le temps, là, mais avant de faire des remplacements de hanches puis des remplacements de genoux, on faisait des arthrodèses du genou puis des arthrodèses de la hanche. C'est ça qu'on faisait. Avant que la prothèse de hanche existe, là, c'est ça qu'on faisait. Fait que l'idée, les gens, ils étaient capables de fonctionner, ils étaient capables d'aller au travail, mais ils n'étaient pas contents. Aujourd'hui, si on propose une arthrodèse versus une prothèse de hanche, il n'y a personne qui va dire qu'il veut une arthrodèse. Ils veulent tous avoir un remplacement de hanche. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les remplacer. On ne peut pas remplacer une colonne comme ça. Fait que l'idée, on pense qu'à long terme, s'ils gardent leur mobilité, ils vont être mieux. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le recul qu'on a par rapport à cette chirurgie-là, ça fait à peu près 10 ans que ça se fait dans le monde. Moi, ça fait 7 ans que je le fais. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a des données par rapport à ça. Quand on regarde nos données à 2 et à 5 ans, les 5 ans, on n'en a pas encore beaucoup, mais à 2 ans, les gens sont habituellement plus satisfaits puis plus actifs. Ils sont aussi un peu plus mobiles, mais cette information-là ou ces faits-là, on ne les a pas encore. Cette évidence-là, on ne l'a pas encore sur papier, mais ça s'en vient. Mais oui, ils sont plus flexibles, c'est hallucinant. Il y a des patients qui rentrent, qui sont capables de faire le dos rond. J'ai des patients qui sont capables, qui sont retournés jouer au basket de haut niveau très rapidement. Puis vraiment, en termes de rééducation, c'est pas du tout la même chose. Une fusion, on les arrête de faire de l'éducation physique pour 1 an. En théorie, du sport pour 6 mois. On essaie de les contrôler pour 6 mois. Mais ça, j'y retourne 6 semaines à 12 semaines après la chirurgie. Ils sont full retour activité. Là. Il faut que j'y retienne à 6 semaines. Quand ils viennent me revoir à 6 semaines après la chirurgie, c'est les autres qui poussent pour faire des affaires. Puis je dis, là, calmez-vous, là, le câble peut péter. On peut-tu juste se relaxer un petit peu? Mais les autres, ils veulent retourner. Fait que oui, en termes d'activité, ils sont plus mobiles. C'est bon? Merci. Plaisir. Fait que, je vais juste continuer sur les limitations, puis après ça, on va parler de ce qu'on a fait comme développement, puis on pourra finir avec les autres questions. Est-ce que je suis encore correct pour le temps? Es-tu correct? Ça va? Ça va très bien. Parfait. Fait que les limitations de ça, ben, il y a des risques. Hein? La surcorrection, puis c'était ça le problème initialement parce que on pensait pas que c'était si puissant que ça. Fait que les gens faisaient ça sur des courbes qui avaient 30 ou 35 degrés. Fait qu'il y a eu beaucoup de surcorrection au début. Fait que quand les courbes sont pas très, très importantes, puis le patient est très jeune, il y a beaucoup de croissance, ben, ça peut arriver que ça peut surcorriger. Les patients sont avisés qu'il y a peut-être une deuxième chirurgie, une deuxième pour retirer le matériel si jamais il y a une surcorrection. Puis on ne sait pas à long terme qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Est-ce que les disques intervertébraux sont corrects d'avoir un câble comme ça à travers? C'est pas une tige, mais c'est quand même pas complètement libre. Et c'est-tu mieux que la chirurgie traditionnelle ou le corset? On commence à avoir de l'évidence par rapport à ça, mais c'est pas encore clair que c'est mieux. Quand on regarde, puis ça, c'est l'étudiante au doctorat que Carl-Éric et moi, on a supervisé, mais docteur Cobeto maintenant, là, parce qu'elle a fini son doctorat, elle a travaillé vraiment sur la modélisation de cette chirurgie-là. En chirurgie, puis ça, c'était vraiment très particulier à notre centre. On était le seul centre au monde qui avait cette capacité-là. On avait développé un modèle par élément fini qui prenait en forme vraiment la forme tridimensionnelle. On avait la reconstruction 3D du patient
avec une représentation de ses muscles, de ses côtes et tout ça, et de sa propre flexibilité. Puis on allait faire une simulation de la chirurgie. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on pouvait le faire immédiatement après la chirurgie, mais en plus de ça, on pouvait la faire grandir pendant 2 ans ou 3 ans. Fait que pendant 2 ans ou 3 ans, on avait une idée de qu'est-ce qu'étaient les stress sur les plaques de croissance, comment ça se répartissait, combien de croissance qu'on aurait, puis qu'est-ce qu'on aurait comme déformation. Fait que moi, avant la chirurgie, pendant les 100 premières, là, ben, j'avais mon image tridimensionnelle, ou ma radiographie du patient. J'avais les images tridimensionnelles, puis j'avais plusieurs scénarios possibles. On testait, mettons, T4 à T11, T5 à T11, T5 à T11, mais pas beaucoup de tension entre tel niveau et tel niveau. Puis là, on regardait c'était quoi l'évolution dans les prochaines années, comment ça va se comporter sur 2 ans. Puis là, on faisait un choix, puis on disait, OK, cette méthode-là va finir par être la bonne méthode. Fait que si, tu vois, là, par rapport à la question que j'ai posée tantôt, bien, combien de tension on a mis? Bien, ici, c'est la tension qui variait. Fait que les 2 scénarios ici, on a dit, on ne corrigera peut-être pas autant au début, mais à long terme, on va avoir un meilleur résultat. Fait qu'on était capable de calculer ou de modifier nos affaires par rapport à ça. Fait qu'on avait une bonne idée de ce qu'on faisait. Fait que aujourd'hui, on a validé ce modèle-là. Fait qu'on est capable d'avoir une idée à long terme. Qu'est-ce qu'on a en préopératoire? Qu'est-ce qu'on a simulé après la chirurgie? 1 an puis 2 ans. Puis on est vraiment bon. On est capable de simuler en dedans de 5 degrés, ce qui est l'erreur de mesure. On est capable de simuler en dedans de 2 ans qu'est-ce qui va être le devenir de ces patients-là. Fait qu'on a une bonne idée de l'évolution. Fait que vous voyez, encore une fois, quand on est capable de refaire notre modèle après, on est capable de repositionner, puis on est capable d'avoir une idée de ce que ça va avoir l'air à travers le temps. On est capable de bien prédire à long terme ce que ça va donner. Fait que moi, en préopératoire, là, je ne le reçois plus parce que on est en train de transférer, on a comme fait un gel sur le logiciel, fait qu'on est en train de transférer une compagnie pour que ça soit être capable d'être appliqué. Mais ce que je reçois ce que je recevais en préopératoire, c'est je recevais la courbe initiale, qu'est-ce que ça va avoir l'air sur la table d'opération, qu'est-ce que ça va avoir l'air avec l'instrumentation, combien de corrections je peux aller chercher, puis qu'est-ce que ça va donner 3 ans plus tard après la croissance. Fait que en termes de prédiction, c'est un outil qui est très, très utile. Ce qui est le défaut de cet outil-là présentement, c'est qu'il est beaucoup basé sur ma technique chirurgicale à moi. Fait que pour faire la généralisation de tout ça, pour la généraliser aux autres chirurgiens qui font ça, il faut qu'on adapte un petit peu le logiciel pour que les ingénieurs fassent les mêmes manœuvres que moi je fais en chirurgie pour que ça soit bien représenté dans la simulation. Mais maintenant, quand on a un patient qui progresse comme ça, au lieu de lui proposer l'histoire naturelle, un patient comme ça qui se présente à 44 degrés, on va lui proposer une modulation de croissance. Quand on sait qu'on a assez de croissance pour le corriger, on peut espérer que ce patient-là va éventuellement continuer de corriger avec la croissance résiduelle. On pense qu'il y a vraiment un bénéfice potentiel pour une approche plus précoce. Est-ce que la modulation de croissance, c'est pour tout le monde? Probablement pas. C'est pas tous les patients qui devraient se faire proposer cette chirurgie-là, mais quand il y a assez de croissance résiduelle, puis que la courbe est assez flexible, puis que la courbe peut potentiellement se corriger avec la croissance résiduelle. Fait que si vous avez une courbe de 80 degrés puis il vous reste 6 mois de croissance, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais si on a une courbe de 40 degrés ou 45 degrés puis 2 ans de croissance, bien, c'est tout à fait logique de penser qu'elle peut se corriger à travers ce temps-là. Fait que ces patients-là devraient probablement être des candidats pour cette procédure-là. Puis on peut certainement explorer cette option-là avec la famille. En conclusion, j'ai presque fini, la progression des scolioses ubiatiques demeure difficile à prédire. On travaille très fort pour pouvoir améliorer cette prédiction-là. On a des modèles, puis là, je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus, mais on a des modèles qu'on est en train de valider ou ce qu'on est capable de prédire avec des modèles d'intelligence artificielle lors de la première visite, comment ça va se comporter à long terme. Si on est capable de mieux ajuster le traitement, si un patient n'a pas besoin d'un corset, on ne mettra pas un corset juste pour le fun. Puis essayer de mieux prédire la scoliose. Le traitement optimal, il va encore varier. Fait que là, on a commencé une étude avec mon collègue Dr. Ladel où on commence à utiliser le modèle de prédiction pour dire, il y a certains patients qu'on va mettre dans un corset et certains patients qu'on ne mettra pas dans un corset. Parce que si le modèle dit que ce patient-là ne progressera pas, pourquoi qu'on le soumettrait à un corset? Parce qu'il y a quand même, pour avoir un bon résultat avec des corsets, pour traiter 70% des patients avec un corset, il faut traiter comme 3 patients pour en traiter vraiment un. Fait que c'est beaucoup de patients qui sont traités pour rien. On essaie de mieux identifier les patients. Puis, le traitement chirurgical, j'espère que je vous ai convaincu que c'est en évolution. La modulation de croissance, c'est présentement quelque chose qu'on étudie beaucoup, puis on espère que ça va être supérieur à la fusion vertébrale. C'est notre vœu, que ça soit quelque chose qui soit bien, mais à long terme, il faut qu'on soit capable de quand même prouver que c'est mieux qu'une chirurgie qu'on fait depuis 50 ou 70 ans.
Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Comme j'ai dit au début, quand j'ai eu l'invitation, c'était censé être à Trois-Rivières, ça m'aurait fait plaisir. Je pense pas que l'Utrecht existe encore. Puis le gosier, je sais que ça passe au feu, mais j'aurais été content de prendre un verre avec vous autres après la présentation. Mais il va falloir qu'on se reprenne une autre année quand on aura le droit. Mais, Clairement. Mes références par rapport au bar ont probablement changé. J'habite plus là depuis un certain temps, mais ça m'aurait vraiment fait plaisir d'y retourner. Je suis retourné récemment au cégep parce que mon garçon avait quelque chose puis j'avais de la misère à me reconnaître dans le cégep, fait qu'imaginez pour l'université. Mais l'UQTR, c'est un lieu que je connais bien. Mon père a enseigné là pendant longtemps en psychologie. Fait que c'est des murs que je connais très bien. Fait que ça m'aurait vraiment fait plaisir d'y aller. Ma mère était chargée de cours en allemand. Fait que ça vous donne une idée que ça m'aurait vraiment fait plaisir d'y aller. Mais encore une fois, la pandémie a fait autrement. Mais puis gênez-vous pas. Mon courriel est facilement trouvable sur Internet. Fait que gênez-vous pas pour m'envoyer un courriel si vous voulez m'en parler.